Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode et pas des moindres. Je ne sais pas si c'est parce que nous sommes à l'approche des fêtes de Noël, mais on a le privilège aujourd'hui de recevoir le docteur Luc Julia. Bonjour Luc, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci Alex, toi. Ça va très bien, je te remercie. Donc Luc, je ne vais pas te demander de te présenter, je vais recontextualiser quand même rapidement. Certains te connaissent peut-être aujourd'hui à travers la dernière série Silicon Fucking Valley qui est sortie, mais avant tout ça, tu as quand même un sacré parcours. Tu es le co-créateur de Siri, tu as été également vice-président en charge de l'innovation chez Samsung et tu exerces aujourd'hui en tant que directeur scientifique chez Renault. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est bon. Comment... Alors Luc, je vais te demander, j'ai une première question. Déjà, merci de nous faire le plaisir d'être ici et à La Réunion, pour commencer. C'est la première fois pour toi dans l'océan Indien à La Réunion ? C'est la première fois, oui. Et comment tu vis cette expérience ? Ah bah, très très bien. Les gens sont gentils, c'est sympathique, on mange bien, on boit bien, tout va bien. Bon, bah, ça nous fait plaisir de te recevoir. J'ai une première petite question. J'ai besoin de comprendre pour avoir un parcours comme ça. À partir de quel âge tu as commencé à baigner dans le milieu de la tech ? Je sais pas vraiment, mais depuis tout petit, je bricole. Donc, Ok. j'ai fait, les seuls trucs dont je me rappelle un peu, c'est quand j'avais 5-6 ans, je jouais avec de l'électricité, je m'électrocutais régulièrement. Et puis, le truc dont je me rappelle vraiment, c'est d'avoir fait une machine pour faire mon lit quand j'avais 9 ans. Quand tu dis une machine, tu parles d'un Un robot ? petit robot, ouais, qui essayait de faire mon lit. Ça n'a pas très bien marché, hein. J'ai déchiré plein de draps. Ma mère n'était pas très contente, mais en tout cas, bon, moi je me suis bien amusé. J'ai mis certainement beaucoup plus de temps à faire le robot que à faire mon lit 10 000 fois. Hein, mais bon, en tout cas, voilà, je me rappelle de ça. Puis après, vraiment très tôt, donc vers 9-10 ans, je suis tombé dans l'électronique et l'informatique qui Oui. commençait ce qu'on appelle la micro-informatique, ce qu'on appelait à l'époque la micro-informatique, est arrivé juste à peu près à ce moment-là. Et j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur relativement rapidement. Puis j'ai commencé à bricoler vraiment sur les ordinateurs à ce moment-là. Donc, mais la volonté de tripoter de la tech, de tripoter électricité, électronique, informatique, C'est depuis toujours. c'est depuis toujours. Ouais. Tu es né, ok. Et tu as du coup fait partie des premiers à avoir un ordinateur. C'était comment à ce moment-là de pouvoir, tu te découvrais tout juste ou tu avais déjà quelques notions ? Bah, non, j'avais pas de notion, donc j'ai appris sur le tas, j'ai appris tout seul, Ok. parce qu'il n'y avait pas vraiment de cours et tout ça. C'était vraiment les balbutiements de Ouais. l'informatique. Hein. Oui, je suis C'était pas les assez, petits je suis PC assez qu'on a vieux aujourd'hui. pour savoir ça. Et donc, bah, j'ai appris tout seul. J'étais ce qu'on appelle un hacker, hein, relativement Ok. rapidement. Donc, j'ai su manipuler vraiment la machine dans son cœur. Et puis après, j'ai compris que ça pouvait être connecté. Il y avait à ce moment-là aussi le Minitel qui arrivait. Oui. Et donc, j'ai hacké aussi le Minitel. Enfin bon, je me suis bien amusé. Et du coup, bah, tu nous parlais d'informatique. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu es quand même expert, on l'a pas dit, mais en intelligence artificielle. Je ne sais pas si je peux dire expert, hein, je peux me permettre d'utiliser ce terme. On va en revenir dessus un petit peu après. Moi, je voulais savoir aussi, il me semble que du coup, tu habites en Californie et principalement dans la Silicon Valley. Tu es là-bas depuis toujours. Le côté, la culture américaine, c'est quelque chose que tu as depuis toujours aussi ou pas du tout ? Pas du tout. Donc, moi, je suis toulousain. Je suis né à Toulouse, donc je bricolais dans mon petit coin pendant longtemps. La vie a fait que j'ai dû partir à Paris relativement tôt dans ma vie. Et je suis arrivé, j'ai fait mes études. Depuis tout jeune, donc, quand je bricolais la tech, comme je disais tout à l'heure, je voulais aussi, et je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas ce que ça voulait dire, je pense à l'époque, depuis que j'avais à peu près 5 ans, je voulais être chercheur au CNRS. Ok. Et je disais, en fait, trouveur au CNRS. Trouveur. Parce que je ne voulais pas chercher, je voulais surtout trouver. Tu voulais la solution, toi ? Voilà, je voulais des solutions, je voulais faire des trucs. Et depuis tout le temps, je voulais faire des trucs pour les vrais gens. Ok. Et la machine à faire le lit, par exemple, c'était pour moi, c'était pour le vrai genre, moi, qui allait vraiment être utile. Et donc, je voulais être chercheur au CNRS. Bon, mes études ont fait que je me suis retrouvé au CNRS quand j'avais, je sais pas, 20, 22 ans, je sais plus. Et là, ça a été la plus grande désillusion de ma vie.
Ah oui, c'était pas comme tu l'espérais? Ah, c'était pas du tout comme j'espérais. J'espérais un environnement collaboratif où Ok. les gens allaient s'entraider Chacun et avec ses puis compétences. voilà et puis donc faire des trucs ensemble quoi. Et on m'a expliqué, ma chef de l'époque m'a dit, il faut pas que tu collabores avec un autre labo du CNRS. Et ça, franchement, j'ai pas. Et pourquoi? Pourquoi? Pour des Parce que raisons. les arguments, c'était des arguments financiers. Donc, Ok. exactement le même, le genre de truc que dans mon idéal, je Ça n'existe considérais pas. même pas. Et donc, je suis parti aux États-Unis à ce moment-là. Je suis parti au MIT à Boston. Mais, euh, mais vraiment en désespoir de cause. Hein. C'était parce que j'étais pas du tout américain. J'étais même Ok, ouais, ouais. complètement anti-américain. Ok. La société m'intéressait pas. Enfin, je la trouvais complètement. Enfin, le capitalisme effréné m'attirait pas du tout. Mais bon, je suis arrivé à Boston, je suis arrivé surtout à MIT. Le MIT, c'est un endroit extraordinaire pour Mm, les informaticiens, hein, pour ceux j'imagine. qui bricolent, pour ceux qui tripotent un peu la techno. J'étais au Media Lab, ce qui était un lab mythique à l'époque. Et donc, je suis arrivé là. C'était magnifique jusqu'à ce qu'il fasse très très froid. Et Ok. tourne Toulouse, quand il fait froid, il fait froid. Et là, j'ai décidé de partir parce qu'il faisait vraiment trop froid pour moi. Hein, donc c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et Tu es quelqu'un des îles et de la chaleur. ouais, peut-être. Ouais, il faut que je m'installe à La Réunion, je pense. Ah, on t'attend, on est prêt. Et donc, je suis parti en Californie parce que j'ai eu la chance de pouvoir avoir une opportunité là-bas. Ok. Et donc, je suis parti à Stanford. Et là, j'ai découvert l'esprit que je cherchais, en fait, Mm, mm. dans la tech. Donc, un Dans le esprit de partager. collaboration, de partage, qui est vraiment cet esprit qui est celui que j'appelle l'esprit de la Silicon Valley ou l'esprit même de la ruée vers l'or. Ok. C'est-à-dire où tout le monde va chercher des pépites, mais Yes. tout le monde, c'est tout le monde. C'est-à-dire que Ensemble. c'est le vrai melting pot Ok. des gens qui viennent de partout dans le monde et qui viennent donc trouver des idées pour essayer de trouver au mieux la pépite. Et ça, quand je suis arrivé, je pensais vraiment pas rester, hein, parce que encore Ouais. une fois, la culture en général et l'ambiance en général m'intéressaient pas. Mais par contre, l'ambiance de cette Silicon Valley et ce que j'ai découvert et cette coopération, cette coopétition qu'il y a aussi, parce que bon, là pour faire du business quand Bien même sûr. aussi, ça m'a beaucoup attiré et je suis resté. Ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis là-bas. Super, 30 ans là-bas. Et tu parlais de culture, justement, de travailler avec des gens à travers le monde. Est-ce que tu penses que dans ce domaine-là, la mixité culturelle est importante en Ouais. fonction justement des valeurs, des connaissances de chacun? Est-ce que tu penses que ça a quelque chose à voir pour la création de quelque chose? Ouais, je pense que quand on a des gens qui regardent la même chose avec des prismes différents, parce que ils sont différents Bien de sûr. par leur culture, etc., je pense que ça peut donner que des choses extraordinaires. C'est-à-dire que comparer ses vues, confronter ses vues, Ouais. se taper la tête les uns contre les autres, c'est l'image que j'ai de ça quand je vois des gens qui jouent avec des technologies dans la vallée. C'est vraiment des silex qui se tapent les uns contre les autres et les étincelles donc, qui en sortent. Trop bien. Une émulation extraordinaire de toutes ces... Non seulement la culture, mais aussi la façon dont ils ont appris les choses, la façon Oui, c'était ça surtout. dont ils appréhendent les choses. Et ça, je pense que ce melting pot dont je parle, cette mixité, cette différence de culture, effectivement, mais aussi d'éducation, donne des choses absolument extraordinaires. Ok, donc il faut encourager ça, il faut encourager les gens à travailler ensemble, surtout dans le collaboratif. J'imagine, comme on l'a dit tout à l'heure, co-créateur de Siri. Peut-être tu pourrais juste nous réexpliquer pour les gens qui pensent que Siri a été créé par Apple, son origine très rapidement. Bon, son origine, c'est dans les années 90, hein, donc assez tôt, bien plus tôt que quand il est sorti. C'est sorti, ça a été racheté par Apple en 2010 et c'est sorti en octobre 2011. Mais ça a été créé, les patentes, les brevets ont été créés en 97, donc Ok, 14 oui. ans avant. On se rend pas compte hein, Euh, que ça peut provenir d'aussi loin quand Tout à même. fait. Donc ça a mis un peu de temps à mûrir non seulement pour le produit lui-même, pour la technologie elle-même, mais aussi pour que ça soit prêt à être déployé quelque part.
Il se trouve que les iPhones et les phones Android, les téléphones Android sont sortis en 2007 et 2008. Mhm. Et c'est devenu un endroit idéal pour déployer Ok. Siri. Et, Ça a un commencé sur visionnaire. Android d'ailleurs, non? Ça a commencé sur Android, donc, parce que c'était ce qui était disponible, pas très Ok. cher, et disponible ouvert, je veux dire, un système ouvert. Donc on pouvait le déployer facilement, mais Steve Jobs a vu ça et il a voulu l'acheter, il l'a acheté, et on a incorporé ça dans Apple et c'est sorti C'est donc toujours en là octobre aujourd'hui. 2011. Ok. Et ça partait de quoi l'idée de vouloir faire une assistante vocale Ça datait donc des années 90. Et les années 90, le milieu des années 90, c'est quand Internet arrive. Mhm. Et quand Internet arrive, on se rend compte, il faut se remettre dans le contexte, hein, il n'y a pas Google, il n'y a pas de moteur de recherche vraiment Oui, et tout on ça. n'est pas du tout dans le même. Et environnement. donc, nous, on dit, ça serait super d'avoir un petit assistant qui va m'aider à naviguer ce truc qui est énorme, qui Ok. va devenir énorme, qui va être la plus grande base de données du monde. Il va y avoir tout et n'importe quoi. Et donc, ça serait super si j'avais un petit Gemini Cricket, là, un Ouais. petit assistant sur mon épaule, à qui je puisse dire, trouve-moi tous les hôtels avec une piscine à Saint-Denis de la Réunion. Voilà, donc ça serait super de faire un truc comme ça. Ok. Et donc, la chose essentielle, c'était de pouvoir lui parler, donc d'avoir une interaction tout à fait naturelle, Mhm. et donc qui nous cherche des choses et qui nous Il y renvoie avait à déjà travers les des micros services. sur les Oui, oui, devices, tout à fait. enfin, Alors, sur les c'était téléphones. c'était sur un ordinateur de bureau, Ok. au début. Ah Ça oui. marchait donc pas sur un téléphone. Donc c'était un ordinateur de bureau sur lequel il y avait un minimum de multimédia. Et donc on lui parlait, il allait chercher sur Internet, il il donnait revenait l'info. et il nous donnait les réponses. Donc c'était comme ça que ça a commencé, juste en tant que moteur de recherche, en 98, donc une année après le dépôt des brevets, il y a Google qui est arrivé. Ok. Et Google est arrivé avec une autre approche, qui était une approche beaucoup plus simple de recherche par mots-clés à travers du texte. Et ça a été populaire parce que c'était beaucoup plus facile à implémenter que d'implémenter quelque chose avec des micros Oui, j'imagine. et tout ça. Voilà. Donc, mais l'idée était là et elle a attendu donc 14 ans pour marcher. pouvoir être déployée. Et pour être déployée sur un appareil qui a du sens. Oui. Un téléphone, il y a un micro, c'est facile et c'est portable et je peux l'utiliser n'importe où. Et donc, je pouvais amener mon petit Gemini Cricket dont je parlais tout à Partout l'heure où avec tu veux. moi partout. Et quand tu vois qu'aujourd'hui, les gens utilisent Siri vraiment comme un assistant, hein, donc ça veut dire que l'idée de base a quand même bien fonctionné. Je suis obligée de te poser cette question. J'imagine qu'on a travaillé pour Siri qui a été à l'époque racheté par Apple. Tu as connu Steve Jobs? Oui, bien sûr. Ouais. C'est lui en fait qui voulait vraiment racheter Siri. C'est devenu son bébé. Hein. Ok. C'est devenu quelque chose qu'il a vraiment poussé à l'intérieur de la boîte contre pas mal de ses subordonnés qui ne comprenaient pas vraiment pourquoi. Il avait cette vision du coup vraiment de voir le potentiel des choses. Tout à fait. Oui, c'était un visionnaire de produits. Hein. C'était pas une personne absolument extraordinaire d'un point de vue social, mais d'un point de vue purement tech et vision de la tech et vision Il de savait. comment les choses pourraient aider les vrais gens justement Ouais. aussi. Il était assez extraordinaire. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois il a marqué de sa patte Apple à chaque fois qu'il est venu et revenu chez Apple. Ok. Et donc, on parlait d'intelligence artificielle, hein, du coup. Tu sais que nous, on est dans une école, on travaille dans une école de digital. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que l'intelligence artificielle peut impacter... on a eu pas mal de tes conférences et il y avait une partie qui était hyper intéressante, notamment pour nos étudiants et ceux qui nous écoutent. C'était le fait qu'on disait souvent que l'intelligence artificielle pouvait remplacer des métiers. Et tu avais donné l'exemple du métier de designer, justement, en disant que les IA génératives créées et que les gens se disaient du coup j'ai plus de travail, j'ai plus besoin de travailler. Est-ce que tu penses déjà, comme on l'a dit, que ça pouvait impacter vraiment ça, et qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle dans le secteur du marketing et de la communication Alors bon, ça va impacter les métiers dans le sens où il y a des tâches dans ces métiers qui vont être soit remplacées, soit changées grâce à ces outils, hein, parce qu'il faut respirer un tout petit peu et se calmer sur les capacités de ces intelligences artificielles. Les intelligences artificielles font des trucs très très bien dans des domaines très particuliers, dans des verticales très particulières. Elles font des trucs très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des outils, elles font les tâches dont on parle mieux que nous, par définition même de l'outil, sinon l'outil ne sert à rien.
Donc quand je parlais des designers en particulier, effectivement, ils ont eu très peur parce qu'ils ont utilisé exactement le mot que tu as utilisé, qu'il ne faut pas utiliser. Ah, Ils ont dit qu'ils pensaient que ces IA allaient créer. oui. Et là, il faut faire attention au vocabulaire. C'est-à-dire qu'on a appelé ça IA générative parce que les IA génèrent. Mais elles génèrent à partir de quoi? Elles génèrent à partir de modèles qui ont été créés par des humains. Et elles génèrent aussi à partir d'un prompt, si on parle des IA génératives. Elles génèrent à partir d'un prompt qui va montrer ma créativité. Ok. C'est-à-dire que c'est à travers ce prompt que je vais pouvoir exprimer ma créativité. Et c'est à travers ce prompt qu'en fait ma créativité va être exacerbée par l'outil. Et donc les designers se sont rapidement aperçus que cet outil n'allait pas les remplacer du tout, mais qu'ils allaient pouvoir s'en servir pour aller encore plus loin dans leur créativité et pour faire des choses encore plus extraordinaires que ce qu'ils faisaient avant. Donc il faut, quand une fois, respirer, se calmer un tout petit peu et comprendre que c'est que des outils, mais c'est des outils puissants avec lesquels on peut faire des trucs absolument extraordinaires. Dans le domaine du marketing, dans le domaine du digital, etc., je n'ai pas forcément d'exemple, mais les choses qu'on utilise dans nos sections marketing, nous, à l'intérieur de l'entreprise, aujourd'hui, c'est de faire beaucoup de génération de visuels. Ouais. Et on revient un peu sur les designers, parce qu'on a beaucoup, par exemple, de visuels qui font des sortes de simulations, mettre des véhicules dans des positions, dans des endroits où on pourrait aller en physique, mais si on peut le simuler avec des IA, c'est pas plus mal. D'accord. Donc ça permet d'économiser pas mal de ressources, en fait, de ressources humaines, mais surtout de voyages, de temps qu'il faudrait faire pour aller filmer, par exemple, des voitures en train d'être sur une belle corniche quelque part. Voilà, pour le marketing, il y a beaucoup de visuels qui sont utilisés. Il y a des messages aussi, c'est-à-dire que comme les designers peuvent utiliser ces outils comme brouillon, en quelque sorte, pour pouvoir voir un peu ce que ça pourrait donner, leurs idées, de la même manière, on peut jouer avec les textes, comme ça, et donc pour trouver des slogans et des choses comme ça. Donc, en fait, franchement, quel que soit le métier, quel que soit le domaine dont on parle, on peut certainement trouver une application, quelque part, qui va être un outil qui va m'aider pour faire la tâche que je suis en train d'essayer de faire. Ça ne va pas être tout le temps efficace. Donc des fois, l'outil, on va l'abandonner parce qu'il est trop difficile à utiliser ou parce que finalement, ce qu'il fait, c'est trop long ou ça ne donne pas vraiment de bonus par rapport à ce qu'on fait quand on n'a pas l'outil. Mais on peut certainement, et on voit le déploiement aujourd'hui de beaucoup d'outils d'IA qui sont excessivement utiles. Ok, donc tu encourages quand même, je parle pour nos étudiants là, mais tu les encourages, comme tu le disais même à travers tes conférences, à utiliser du coup ces outils, mais sans oublier que c'est eux derrière la créativité. Exactement. Il faut utiliser, il faut comprendre que aussi à l'utilisation, il y a des impacts. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et donc, mais il faut comprendre un peu comment ils marchent. C'est pas la peine de devenir tous informaticiens ou data scientists. Mais comprendre comment ils marchent, ça veut dire comprendre ce qu'ils font de bien, mais comprendre aussi ce qu'ils font de mal. Comme tous les outils, ils ont, étant donné qu'ils sont puissants, ils ont une face cachée, on va dire, qui peut détruire des choses, qui peut faire du mal. Donc quand on parle de l'outil, moi j'aime bien comparer à un marteau. Un marteau, c'est super pour planter des clous, c'est moins bien pour planter des vis, ça sert à rien, mais on peut toujours le faire. Et c'est encore moins bien pour taper sur la tête du voisin. Donc, une fois qu'on a compris collectivement comment l'outil marche, il faut certainement réguler aussi l'utilisation de l'outil. Donc ça, c'est l'ambivalence, en quelque sorte, de l'outil lui-même. Oui. Et maintenant, il y a les impacts. Les impacts on n'en parle pas assez. Qui sont les impacts environnementaux de ces outils. Donc, on sait depuis longtemps que Internet, le big data, utilise énormément de ressources, surtout des ressources en électricité, du côté des data centers, là où on va avoir les données qui sont stockées, et puis potentiellement là où on va avoir les capacités de calcul. Donc on sait ça depuis un petit moment. Mais il faut comprendre qu'avec les IA, et surtout les IA génératives, c'est encore plus. C'est-à-dire que quand on crée les modèles, quand on fabrique les modèles, on utilise énormément de ressources. Et donc plus le modèle est gros, plus on l'utilise. Là, les modèles aujourd'hui sont très gros par rapport aux modèles d'il y a 30 ans.
Mais les IA génératives, en plus de ça, utilisent aussi des ressources au moment de ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire au moment où on les utilise, ce qui n'était pas le cas des IA précédentes. C'est-à-dire qu'une requête, par exemple, va consommer une Exactement. ressource. Donc ça va non seulement consommer de l'électricité, bon ça Ouais, ça, on peut l'imaginer, mais en plus de ça, ça va consommer aussi par exemple une ressource comme de l'eau. Et bon, on peut toujours discuter, les chiffres c'est difficile à quantifier exactement, mais Sam Altman, encore le PDG de OpenAI qui fait ChatGPT, disait il y a quelques jours, une requête ChatGPT un peu longue, un peu costaud, d'une centaine de mots, ça peut consommer jusqu'à 1 litre d'eau. c'est Et énorme. consommer, Et ça veut on dire... s'en rend pas compte. Hein. Ouais, c'est-à-dire que ça disparaît en un an. voilà. Et le nombre de requêtes qui sont faites. Tu avais une stat d'ailleurs par rapport à ça, sur le fait que s'il y avait le même nombre de requêtes ChatGPT que le nombre de requêtes Google, il n'y aurait pas assez d'électricité dans le monde, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, il On n'y a pas n'arrive assez pas à d'électricité dans le s'imaginer. monde. Parce que c'est encore une fraction, les requêtes ChatGPT par rapport aux requêtes Google, c'est encore qu'une petite fraction, c'est tout petit. Et s'il y en avait autant, donc des milliards Ouais. par jour, il n'y a pas assez d'électricité dans le monde aujourd'hui. C'est fou parce que c'est pas du tout. Enfin, nous, ça, c'est arrivé devant nous et on l'utilise sans avoir conscience de tout ça. Donc, c'est important de le connaître, je pense, et de sensibiliser aussi les gens là-dessus. Bah, écoute, merci beaucoup. On va être, si tu es OK, on va être un peu plus intime. Toi et moi, Luc, j'aimerais te connaître un petit peu plus. Donc ta vie un peu plus intime. Il me paraît que tu as fait du sport de haut niveau? Ouais, bah oui, je faisais du sport de niveau quand j'étais jeune aussi, enfin entre, je sais plus, 14-15 ans et jusqu'à 25 ans. Ouais, je faisais l'athlétisme, donc Ok. je faisais du lancer de disque. Donc, je m'étais spécialisé dans ça. J'avais fait un peu de décathlon avant enfin un peu de tout, quoi, Ok. pour voir ce que c'était. Et puis, je me suis spécialisé dans les lancers de disques et lancers de poids, parce que je pouvais cumuler les deux épreuves. Et tu es arrivé, du coup, à ce moment-là, tu étais aussi déjà un petit peu. Tu as dit quel âge? 13-14 ans. Tu es arrivé. Tu étais déjà où à ce moment? Tu étais encore J'étais à en. Paris. Tu étais à Paris? Mm. Ok. Et tu faisais du coup moitié sport et parfois à côté, chez toi, le soir, tu étais en train de bricoler, c'est ça? Ouais, alors j'ai la chance ou la malchance, je sais pas, de pas dormir beaucoup. Ok. Donc, Tu profites plus j'ai la longtemps. chance de pouvoir en même temps faire les deux carrières, on va dire, quand j'étais jeune, la carrière sportive de haut niveau et puis la carrière de faire des études de haut niveau aussi. Tu as fait les Jeux Euh, Olympiques? ah non, non, j'ai pas fait les Jeux Olympiques. Dans ma famille, il y a beaucoup d'Olympiens, Ok. mais moi, j'ai pas fait les Jeux Olympiques. Bon, il faut se remettre dans le contexte aussi du pourquoi. Je sais pas pour me justifier, mais les années 80, c'est les années où il y a beaucoup, beaucoup de dopage dans l'athlétisme. Ah oui. Et les pays de l'Est étaient connus comme étant très bien dopés, hein. Et les Allemands de l'Est, les Hongrois, les Russes. Et donc, mon époque, c'était l'époque de ça. Ça a changé un peu. Et pour dire que ça a changé un peu, c'est que le plus vieux record du monde d'athlétisme vient de tomber là, cette année, en 2024. Et c'est le record du monde de lancer de disque. Ok. Et Et c'était en donc, quelle année, tu as dit? 36 ans après. Et donc, ça prouve bien qu'il y a 36 ans, Ouais, il y il avait était... quand même. voilà. Ok. Et donc, voilà. Donc, bon, c'est comme ça. Mais ça m'a apporté quand même beaucoup de choses, toujours dans l'équipe. Moi, j'ai Ouais. toujours été C'est ce que j'allais faire très... le parallèle. j'ai toujours été très dans la collaboration, coopération. Et donc, avec mon équipe, même si on était au départ une équipe qui n'était pas forcément... qui ne devait pas forcément performer correctement au niveau national. On est devenu champion de France d'interclub, ça s'appelle, donc toutes les épreuves combinées avec toute cette équipe-là. Donc c'était intéressant de voir comment on pouvait porter un peu tout ça juste par de la motivation et Ouais. de la chimie dans les équipes. Comme quoi tout peut se faire quand on est une équipe. Hein. Je pense on peut aller partout. Est-ce qu'à un moment donné, du coup, il faut faire un choix entre le sport et on va dire le métier, la vie, la tech Est-ce que c'est toi qui as décidé de faire un choix? Est-ce que c'est les choses naturelles qui t'ont amené à faire ce choix? J'ai eu la chance de ne pas avoir à faire le choix, encore une fois, parce que je pouvais mener les deux carrières, entre guillemets, de front. Donc, je n'ai pas vraiment fait le choix.
Bon, naturellement, au bout d'un moment, quand on peut pas rester au niveau tout le temps. Donc naturellement, ça la partie sportive s'est un peu calmée, on va dire. Ouais, Euh, mais, euh, mais bon, j'ai continué à faire du sport parce que de toute façon, c'est un besoin et ça fait partie. j'ai besoin de faire ça. Mais c'est vrai que bon, j'ai plus fait de compétition à haut niveau à partir d'un certain moment. Et ça correspondait plus ou moins au moment où j'arrivais aux États-Unis et où vraiment je me consacrais Ouais, à là, tu cette découvrais. nouvelle, cette découverte que je faisais du monde de la recherche. Et donc, ça m'a permis de faire une, entre guillemets, carrière complètement comme j'avais envie. Mm, mm. J'ai décidé assez tôt de faire des périodes de 10 ans pour juste pouvoir découvrir à chaque fois quelque chose de nouveau. Donc j'ai fait 10 ans de recherche. Après ça, j'ai fait 10 ans de start-up dans la Silicon Valley. Ouais. C'est important de faire des start-up, de comprendre un peu ce monde-là avec Pas la le même chose monde qu'en des... France, la start-up, dans la C'est pas Silicon tout à fait pareil, Valley. non. C'est dynamique, mais ça ne veut pas dire que... Oui, En oui. France, à l'époque, il n'y avait pas de start-up. Mais bon, maintenant, avec la French Tech, il y en a. Donc cette dynamique a été retrouvée un peu, je dirais, en France. Donc 10 ans de recherche, 10 ans de start-up, 10 ans de grosses boîtes aux États-Unis. Et puis là, je suis rentré dans mes 10 ans de grosses boîtes en France. Ok, super. Avant de clôturer ce podcast, donc comme disait, tu es sur l'île de la Réunion avec nous. Est-ce que tu as pu quand même voir un petit peu, découvrir des spécialités locales ou pas du tout? Alors, les spécialités locales, pas trop quand même, mais par contre, j'ai découvert l'île elle-même, hein, Ouais, que je ne connaissais pas du tout. Donc, on a eu la chance de se promener un peu partout, au sud, au nord, à l'ouest, et puis aujourd'hui, on partira à l'est. exactement. Partout, pas partout, mais comprendre un peu cette géographie, comprendre un peu le fait que il y a des différences Mm, mm. aussi climatiques, etc. C'est intéressant. Et on a eu la chance aussi de faire un tour en hélicoptère qui a pu nous faire découvrir le plus le centre, ce qui Oui, est tout à peut-être fait. plus inaccessible par les routes côtières, on va dire. Oui, je trouve que c'est très intéressant. La diversité Mm, mm. dont on a parlé déjà de la population est intéressante. Ce vivre ensemble que vous avez, je ne peux pas le dire en créole, mais c'est avec plaisir. Et puis cette même diversité au niveau de la géologie, de la géographie, Oui. de l'île elle-même. Donc je pense que c'est lié, hein, quelque part. Donc voilà, bon, je ne connaissais pas du tout. Je découvre et je découvre quelque chose qui me plaît beaucoup. Bah, ça nous fait plaisir que tu découvres cette île. Est-ce que tu penses, dernière question un petit peu comme ça, mais est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle a quelque chose à apporter sur un territoire comme ça, sur une petite île comme ça, comme à La Réunion? Qu'est-ce que ça pourrait, comment on pourrait en être, enfin, ça pourrait nous être utile? Ouais, comme je disais tout à l'heure, on peut certainement trouver dans n'importe quel domaine des applications qui vont être des applications qu'on va appeler d'intelligence artificielle, qui vont permettre de faire des choses intéressantes Mm, pour mm. les vrais gens. Alors, je ne connais pas forcément les problèmes qu'il peut y avoir et comment ces problèmes peuvent être résolus à travers des outils comme des outils d'intelligence artificielle, mais certainement que en comprenant un peu ce que font ces outils, on peut trouver des applications qui seront effectivement donc utiles aux populations. Et c'est pas, alors ça peut être n'importe quoi, hein, dans les recherches d'emploi, dans la façon dont on va exposer des possibilités, Ouais. dans la façon d'avoir un meilleur accès aux soins. Enfin bon, on peut imaginer beaucoup de choses. Les IA donc, sont applicables dans n'importe quel domaine. Elles s'adaptent en fonction des C'est nous territoires, qui des les endroits. adaptons, C'est hein, ça, donc c'est c'est nous qui possible. décidons. Ouais. Donc, justement, on peut adapter, on peut vraiment faire de l'hyper spécialisation et c'est ce qu'il faut faire en fait, hein. Ok. Il faut que ces outils soient hyper spécialisés pour qu'ils soient hyper utiles. Mais ils peuvent s'appliquer dans n'importe quel domaine. Les domaines d'application qui sont très intéressants en général pour les populations, c'est la médecine, évidemment, parce que ça permet de faire des choses extraordinaires en médecine, et c'est le transport aussi. Ok. Et on voit ici, dans cette île, certainement, il y a des choses qu'on peut optimiser Oui, au je niveau du pense. transport, et peut-être que utiliser des intelligences artificielles pour réguler le transport, pour faire en sorte que il soit plus facile de circuler, il y a peut-être quelque chose à faire. Ok. Et bien avant de clôturer, on t'avait promis une petite dégustation. Est-ce que tu veux goûter le cote, la boisson de la Réunion? Je suis obligé, de toute façon, je vais goûter. Tu n'es Maintenant, est-ce obligé que de je vais... rien, mais Ouais, effectivement, on je te laisse vais... pas trop le choix quand même. Voilà, donc je vais goûter, je ne suis pas sûr que je vais finir. Ah non, tu peux prendre juste une gorgée. Je t'en prie. Goûtons ensemble si tu veux. On veut ton ressenti à cœur ouvert. Pas de mensonge. Non, ça c'est
Pas le genre? Santé. Ouais, à la tienne. À la tienne. Il y avait du rhum dedans. Ah ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que tu en penses Oula. Ah, c'est le citron, ça? Ah oui, le citron, il n'y en a pas trop. Hein. Par contre, du sucre, il y en a. Hein. Ça te change pas ça te change des boissons que tu peux découvrir aux États-Unis? Ouais, franchement, je bois pas trop des boissons, des sodas et tout ça aux États-Unis, mais là, c'est pas du soda, ça, c'est du sucre. C'est. Wow. On va vexer nos Réunionnais. N'écoutez pas, bouchez vos oreilles. Ah ouais, c'est fort. Et ben, en tout cas, je te remercie énormément de nous avoir laissé cette opportunité d'échanger avec toi. Ça fait une semaine que tu nous suis, avec notamment grâce à Créalise et à Digital Réunion pour la semaine du Qualiafé, et c'était un grand plaisir. On est aujourd'hui au dernier jour de cette semaine. Ça nous fait beaucoup de peine, tu vas beaucoup nous manquer. Et je te remercie pour tout ça et pour avoir laissé aussi toutes tes conférences qui ont laissé l'opportunité à nos étudiants de découvrir un petit peu plus ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et je te dis à bientôt, je l'espère. On se voit à San Francisco. Très bien, ça me paraît bien. Merci, Alex.